qu'est-ce qui a remplacé le statut par l'âme? Que feriez-vous si votre passé, celui que vous croyez avoir enterré, revenait pour réécrire votre futur? Au cœur vibrant de Madrid, où les fortunes se forgent et les réputations s'effondrent dans un clin d'œil, le gala annuel des étoiles était l'apogée de la saison sociale. Ce soir-là, tous les regards étaient tournés vers le titan de la technologie Diego Stafford et sa fiancée flambant neuve, une femme qui avait la moitié de son âge, avec des diamants qui brillaient autant que son ambition. Il l'exhibait comme un trophée, une déclaration publique que son passé, son ex-femme calme et discrète Mélanie, n'était rien de plus qu'une note de bas de page oubliée. Mais dans un monde de perfection méticuleusement organisé, un seul instant peut tout gâcher. Un halètement, un silence soudain, un tourbillon de tête vers la grande entrée, car la note de bas de page venait d'entrer et était sur le point de réécrire l'histoire entière. Le grand salon Astoria était un testament au luxe démesuré. La lumière de 3 colossaux lustres en cristal, chacun de la taille d'une petite voiture, se réfractait en 1 million d'éclats scintillants, dansant sur les corniches dorées et la mer d'invités vêtus de haute couture. L'air, dense du parfum des lys et des fragrances coûteuses, vibrait du murmure soigneusement modulé de l'élite de la ville. C'était le gala des étoiles pour la santé infantile, un événement où la compassion était une monnaie et le statut social, le prix suprême. Et ce soir-là, Diego Stafford gagnait. Il se tenait près de l'imposant escalier de marbre, une main posée de manière possessive sur le bas du dos de sa fiancée, l'autre tenant une coupe de Dom Pérignon. À 45 ans, Diego était une force de la nature. Son entreprise, Stafford Innovations, avait révolutionné la sécurité des données, faisant de lui un milliardaire avant ses 40 ans. Il avait le sourire d'un prédateur, tranchant et astucieux, et des yeux de la couleur de l'acier froid qui ne manquaient rien. Il avait bâti son empire sur des acquisitions impitoyables et un instinct infaillible pour la faiblesse. Sa fiancée, Tiffany Dubois, était l'accessoire parfait pour son succès. Elle avait 24 ans, ex-stratège de marque, dont la marque principale semblait être elle-même. Sa robe était une Alexander McQueen rouge feu, audacieuse et implacable, moulant une silhouette sculptée par des entraîneurs personnels et un régime discipliné de choux frisés et d'ambition. Un collier d'éblouissants diamants jaune canari, un cadeau récent de Diego, resplendissait à sa gorge. Elle laissait échapper des rires un peu trop forts, un peu trop répétés, conçus pour attirer tous les regards autour d'elle. « Chérie », ronronna-t-elle, penchant la tête pour que la lumière capture les facettes de ses boucles d'oreilles. « Robert Carlyle de Forbes nous regarde encore. Il doit être désespéré pour une citation sur la fusion. » Diego lui pressa doucement la taille. « Qu'il reste désespéré. Ce soir, c'est pour nous. Et, bien sûr, ajouta-t-il avec un geste magnanime, les enfants. » Son regard parcourut la salle avec un air de propriété suprême. Il vit les hochements de tête subtils de déférence, les regards envieux, la façon dont les gens se positionnaient pour capter son attention. C'était son monde, un royaume qu'il avait bâti à partir de zéro, et chaque pièce était un reflet de son pouvoir, en particulier la femme à ses côtés. Tiffany était tout ce que son ex-femme Mélanie n'avait pas été. Elle était vibrante, sexuellement sûre d'elle et complètement amoureuse de la scène publique. Mélanie. Le nom apparut dans son esprit comme un fantôme inopportun et irritant. Il n'avait pas pensé à elle depuis des mois. Pas vraiment. Leur divorce avait été finalisé il y a 1 an. Une coupure propre et chirurgicale.
Il avait été généreux, bien sûr. Ses avocats s'étaient assurés que le monde sache à quel point il avait été généreux. Il lui avait donné la maison de banlieue tranquille qu'il partageait autrefois, et un accord qui, pour toute autre personne, semblerait immense. Pour lui, c'était une erreur d'arrondi, le coup pour se débarrasser d'un poids mort. Il se souvint de leur dernière réunion dans le bureau de l'avocat. Mélanie avait été si beige, son tailleur gris sensé, ses cheveux tirés en un simple chignon, son visage pâle et sans maquillage. Elle avait semblé épuisée, un fantôme hantant les bords de sa vibrante nouvelle vie. Elle ne s'était pas battue, n'avait pas crié, ni pleuré, ni jeté des choses. Elle s'était simplement assise là, les mains jointes sur ses genoux, son silence plus inquiétant que n'importe quelle diatribe. « C'est ce que tu veux, Diego ?» avait-elle demandé, sa voix n'étant qu'un murmure. « C'est ce qui est nécessaire, Mélanie », avait-il répondu, son ton tranchant et final. « Nous nous sommes éloignés. J'avance. » « Toi? » « Non. » Les mots non dits flottaient dans l'air. « Tu n'es pas assez jeune, ni assez excitante, ni assez belle. Tu es l'épouse de départ, le cocon que j'ai dû jeter pour devenir le papillon. » Il s'était convaincu que c'était vrai. Elle avait été la fille tranquille d'un bibliothécaire qu'il avait rencontré à l'université. La force d'ancrage pendant qu'il était une tempête chaotique d'ambition. Elle avait géré son foyer, soutenu ses premiers projets avec son petit héritage et fourni un refuge tranquille contre ses batailles dans la salle de conférence. Mais les refuges deviennent des prisons quand on veut voler. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait osé essayer de garder les Rothko, » dit soudain Tiffany, le tirant de sa rêverie. Elle faisait glisser son doigt sur son téléphone, un sourire moqueur sur ses lèvres parfaitement maquillées. « J'ai vu les résultats de la vente aux enchères de Sotheby's. Elle les a vendus. Elle avait probablement besoin d'argent pour réparer le toit de cette triste petite maison. » Diego grogna. Les 2 tableaux de Mark Rothko avaient été un point de discorde. Mélanie avait un œil surnaturel pour l'art, une compétence qu'il avait autrefois trouvée charmante et dont il avait même bénéficié. Elle avait acheté les peintures il y a des années, bien avant que leur valeur ne s'envole. Elle avait affirmé qu'il s'agissait d'un investissement conjoint, acheté avec l'argent de sa famille. Ses avocats avaient argumenté le contraire. Au final, dans le cadre de l'accord, elle fut obligée d'en vendre un, et lui était resté avec l'autre, la pièce la plus grande et la plus significative, qui pendait maintenant dans le hall de la tour Stafford. « Elle n'apprécie pas ce qu'il représente, » dit Diego avec dédain. « Pour elle, ce n'était que des couleurs sur une toile. Pour moi, il représente la vision, la prévoyance d'acquérir un chef-d'œuvre. » Il oubliait commodément que c'était Mélanie qui était restée debout pendant des heures dans une galerie poussiéreuse, convainquant un marchand sceptique qu'elle, une jeune femme avec un manteau simple, comprenait l'âme de l'artiste. L'orchestre commença à jouer une valse douce. Quelques couples glissèrent sur la piste de danse. L'atmosphère était d'une élégance sereine et autogratifiante. Diego sentit une vague de triomphe. Tout était parfait. Il avait le monde des affaires sous contrôle, la femme dont on parlait le plus à Madrid à son bras. Et le fantôme de son passé était exactement là où il devait être, dans le passé, oublié, sans importance. Ce fut précisément à ce moment-là, alors que sa satisfaction était à son apogée, que le bourdonnement bas du salon commença à changer. Cela ne commença pas comme un son, mais comme une sensation, un changement subtil dans l'énergie de la salle. Certaines conversations, près de la grande entrée, fléchirent. Les têtes se tournèrent, non avec un intérêt occasionnel,
mais avec une concentration nette et unifiée. Le mouvement se propagea vers l'intérieur, une vague d'interrogations silencieuses qui s'étendit parmi la foule. Tiffany le remarqua la première. « Qu'est-ce que c'est? Une célébrité est arrivée? » demanda-t-elle en tendant le cou. Diego suivit son regard. Un chemin s'ouvrait parmi la foule, un couloir silencieux qui se taillait à travers la mer de smokings et de robes de bal. Les invités ne faisaient pas que regarder, ils restaient bouche bée. Les coupes de champagne étaient tenues en suspens, oubliées à mi-chemin des lèvres. Même Robert Carlyle de Forbes avait baissé son téléphone, ses instincts de reporter remplacés par un choc simple et pur. Et alors, il la vit. Pendant une seconde désorientante, son cerveau refusa de traiter l'image. C'était comme voir un personnage d'un film en noir et blanc apparaître soudainement dans un technicolor vibrant et aveuglant. La femme qui se tenait en haut des escaliers était grande, avec une posture sereine et irradiant une autorité tranquille qui semblait dominer l'air autour d'elle. Ses cheveux, dont il se souvenait comme d'un simple châtain, étaient maintenant d'un riche et profond brun, foncé coiffé en vagues élégantes qui tombaient sur une épaule. Son visage était lumineux, ses traits sculptés par une main subtile et magistrale, soulignant les pommettes hautes et les yeux intelligents qu'il avait autrefois prétendu aimer. Mais c'était la robe qui causait la paralysie collective. Ce n'était pas juste une robe. C'était une œuvre d'art, une cascade d'organza de soie bleue minuit et de fils de platine brodés à la main, qui semblait avoir capturé un morceau du cosmos. Des milliers de petits diamants et saphirs méticuleusement placés brillaient entre ses plis, non avec le feu voyant du collier de Tiffany, mais avec le scintillement profond et mystérieux d'une nébuleuse distante. La robe fluait depuis un corsage structuré jusqu'à une traîne qui glissait sur le sol de marbre, comme un clair de lune liquide. C'était un vêtement qui ne parlait pas de dépenses, mais d'héritage. C'était impressionnant. C'était magnifique. C'était l'esprit de Diego calcula avec la vitesse d'un algorithme boursier, astronomiquement cher. Et la femme qui la portait, la femme qui descendait maintenant l'escalier avec la grâce posée d'une reine, était son ex-femme. Melanie Price. Le silence qui était tombé sur le grand salon Astoria était profond. C'était un silence lourd, épais de choc et d'incrédulité. L'orchestre, sentant le changement sismique dans l'atmosphère de la salle, s'arrêta au milieu d'une note, la dernière corde de violon, semblant flotter dans l'air comme un point d'interrogation. Tout le pouvoir, toute l'attention, toute l'énergie ambiante qui orbitait autour de Diego et Tiffany quelques instants auparavant avait maintenant été capturée par une nouvelle et irrésistible force gravitationnelle en haut des escaliers. Mélanie descendit. Elle ne se pressa pas. Chaque pas était délibéré, sa main glissant légèrement le long de la rampe en marbre poli. Son expression était sereine, un sourire subtil, presque imperceptible, jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe ou de malice. C'en était un de confiance tranquille, d'une femme parfaitement à l'aise dans sa propre peau, dans son pouvoir. Elle ne regardait pas Diego. Son regard était dirigé vers l'avant, scrutant la salle avec un regard calme et d'évaluateur, comme si elle était simplement une invitée arrivant à une fête où elle savait qu'elle avait sa place. La robe était l'épicentre du spectacle. Les murmures commencèrent enfin à rompre le silence, commençant à l'arrière et s'étendant vers l'avant comme une tempête qui approche. « Mon Dieu, c'est un Devereux !» chuchota une femme en veste de tweed Chanel à son compagnon. Je croyais qu'il avait arrêté de créer. Julien Devereux. Non, ça ne se peut pas. Il n'a pas fait de commande privée depuis 20 ans. Regarde la broderie.
le motif d'étoile, c'est sa signature. Ce n'est pas une robe, c'est une pièce de musée. Julien d'Évreux. C'était un nom chuchoté avec la révérence habituellement réservée aux divinités ou aux fantômes. Le couturier légendaire avait été le favori de la royauté et des anciennes dynasties fortunées avant de se retirer abruptement au sommet de sa gloire, dégoûté par le commercialisme de la mode moderne. Il vivait dans une réclusion monastique dans un château écossais. On disait qu'il créait occasionnellement une pièce pour sa propre satisfaction artistique. Des pièces qui ne se vendaient jamais. Elles étaient seulement offertes ou conservées. Porter un nouveau d'Évreux n'était pas une question d'argent. C'était une question d'être considéré digne par le maître lui-même. Et cette robe était indubitablement neuve, un chef-d'œuvre céleste qui faisait paraître toute autre pièce de créateur dans la salle comme une imitation bon marché. Quelqu'un près de la ligne de presse, une jeune blogueuse de mode avec un public grandissant rapidement, tapait déjà furieusement sur son téléphone. Des sources disent que la robe présente plus de 10 000 diamants et saphirs sertis à la main, provenant d'une collection privée. Estimation initiale. Au moins 2 millions d'euros. Peut-être plus. Le chiffre traversa la salle via des messages textes et des échanges chuchotés, ajoutant une autre couche de stupeur et de confusion à la scène. 2 millions d'euros. Portée par Melanie Price, l'ex-femme oubliée, Diego sentit un nœud froid se serrer dans son estomac. C'était un sentiment qu'il méprisait, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La perte de contrôle. Il l'observa, et c'était comme regarder une étrangère. La Mélanie qu'il avait jetée était une créature de ton terre et de tissu confortable. Elle préférait les livres aux fêtes, les soirées tranquilles aux galas éblouissants. Elle aurait considéré une robe comme celle-ci comme le summum de la frivolité absurde. Cette femme, cette vision qui descendait les escaliers, était quelqu'un d'autre complètement. Elle avait été refaite, forgée à nouveau dans un feu inconnu. À ses côtés, Tiffany vibrait pratiquement de fureur. Son visage parfaitement maquillé était un masque de colère incandescente. Ses jointures étaient blanches alors qu'elle serrait sa pochette. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» lâcha-t-elle, sa voix un murmure venimeux. « Et que diable porte-t-elle? A-t-elle dépensé tout son accord dans une seule robe? C'est pathétique! » Mais les mots sonnèrent creux même pour Diego. Ce n'était pas pathétique. C'était une déclaration de guerre. Un coup silencieux, élégant et dévastatricement efficace. Mélanie n'avait pas crié ni fait de scandale. Elle était simplement arrivée, et ce faisant, elle avait fait paraître les diamants ostentatoires de Tiffany et sa robe rouge feu bon marché et désespérée. Elle avait volé la vedette sans dire un seul mot. Quand Mélanie arriva au pied de l'escalier, un soupir collectif s'échappa. Elle s'arrêta, et pour la première fois, ses yeux se dirigèrent vers l'endroit où se trouvaient Diego et Tiffany. Il n'y avait pas l'ombre d'une douleur, ni un soupçon de désir, juste un regard froid et distant de reconnaissance, le genre de regard que l'on donne à un meuble qui a été déplacé. Son regard s'arrêta sur lui pendant une brève seconde avant de passer à Tiffany, observant la robe McQueen et les diamants Canary avec un manque d'intérêt presque clinique. Puis elle fit un petit signe de tête polie, un geste de civilité distante, et se détourna. Le charme fut rompu. La salle éclata dans une cacophonie de bavardage excité. Les gens ne regardaient plus Diego. Ils regardaient Mélanie, essayant de capter son regard, essayant de comprendre la transformation impossible. Les figures les plus influentes de la ville, des hommes et des femmes que Diego avait passé des années à cultiver, gravitaient maintenant vers son ex-femme.
Il observa avec incrédulité Michael Beaumont, le vieux patriarche d'une dynastie immobilière, un homme notoirement imperméable à l'ascension sociale, s'avancer pour la saluer. Il inclina légèrement la tête, un geste de respect du vieux monde. « Madame Price », dit Beaumont, sa voix audible dans le calme relatif autour de lui. « Un plaisir inattendu. Vous êtes magnifique. » « Monsieur Beaumont, » répondit Mélanie, sa voix la même que celle dont Diego se souvenait, mais imprégnée d'un nouveau timbre de confiance. « Merci, c'est pour une cause merveilleuse. » C'était naturel. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce naturelle, recevant les compliments avec humilité et engageant la conversation avec une intelligence qui attirait les gens. Elle parla avec un conservateur du musée Reina Sofia des nuances de l'expressionnisme d'après-guerre. Elle discuta de stratégie philanthropique avec la présidente du gala, démontrant une connaissance encyclopédique du travail de l'organisation caritative. Diego sentit une bouffée de chaleur parcourir son cou. C'était la Mélanie qu'il avait délibérément oubliée, la femme brillante et perspicace qui pouvait se défendre dans n'importe quel cercle intellectuel. Il avait enterré ce souvenir sous le récit qu'elle était simple et peu intéressante, parce que cela lui convenait. Il voulait un bel ornement, pas une égale intellectuelle. Maintenant sa brillance, qu'il avait autrefois trouvée étouffante, était en pleine exposition, et le monde, elle, était captivé. « Fais quelque chose !» siffla Tiffany, lui plantant ses ongles dans le bras. « Elle nous ridiculise. Va là-bas. Remets-la à sa place. » Diego savait que c'était une très mauvaise idée. La confronter maintenant, alors qu'elle était le centre de cette attraction magnétique, le ferait paraître mesquin et faible. Mais voir les sourires moqueurs sur les visages de ses rivaux, les regards spéculatifs des journalistes, l'étonnement pur et sans mélange dirigé vers la femme qu'il avait méprisée, c'était intolérable. Son ego, le moteur de toute son existence, exigeait qu'il réaffirme sa domination. Il rajusta son nœud papillon, remit son sourire de prédateur et commença à se diriger vers elle. Tiffany traînant dans son sillage comme une ombre furieuse. Il lui rappellerait, à elle et à tous les autres, qui il était. Elle était son ex-femme, une relique, et il était Diego Stafford, le roi de ce monde. Il avait juste besoin de le rappeler à ses sujets. Le chemin vers Mélanie était comme traversé de la mélasse. L'air même autour d'elle semblait plus dense, chargé de l'énergie de la fascination de la foule. À mesure que Diego approchait, les conversations cessèrent et les regards dévièrent, percevant la collision imminente. C'était le drame qu'ils avaient espéré, la vraie raison pour laquelle beaucoup assistaient à ces événements, pour être témoins de l'ascension et de la chute des fortunes, tant sociales que financières. Mélanie parlait avec Alistair Finch, un investisseur britannique notoirement astucieux et perspicace, connu pour sa main de Midas dans le secteur technologique. Finch avait une 60aine d'années, avec une crinière de cheveux argentés et des yeux qui abritaient toute une vie de calcul rusé. Il était la baleine blanche du capital risque, et Diego essayait d'obtenir une réunion avec lui depuis 6 mois, dans l'espoir que Finch investisse dans son nouveau projet de satellite propulsé par l'IA. Son assistant avait été rejeté à plusieurs reprises. Pourtant, Mélanie était là, en train de discuter avec lui comme s'ils étaient de vieux amis. Le cadre éthique est la composante la plus cruciale, disait Mélanie, son ton sincère et convaincant. L'analyse prédictive, sans une boussole morale forte, n'est qu'une arme de haute technologie. Le potentiel d'abus est stupéfiant. Finch hocha lentement la tête, son regard fixé sur elle. Une perspective rafraîchissante, Madame Price. La plupart des fondateurs que je connais parlent de disruption
et de parts de marché. Peu mentionnent la moralité. Avant que Melanie ne puisse répondre, Diego s'inséra dans la conversation, son sourire large et artificiel. « Alistair, je ne savais pas que vous connaissiez mon ex-femme. » Il mit une emphase délibérée et condescendante sur le mot « ex ». Alistair Finch dirigea son regard froid vers Diego. « Je ne la connaissais pas. J'ai le plaisir de faire sa connaissance maintenant. Nous discutions de l'éthique de l'intelligence artificielle. »« Ah, l'éthique, » dit Diego, avec un rire méprisant, donnant une tape sur l'épaule de Finch. Melanie a toujours été plus philosophe que femme d'affaires, une qualité admirable, bien que pas particulièrement rentable. Il regarda Melanie, ses yeux brillants de malice. « C'est une robe assez spectaculaire, Melanie. Tu as dû casser ta tirelire. J'espère que tu gères tes finances sagement. » C'était un coup bas, une insinuation publique qu'elle était une dépensière sotte-vivant de ses miettes. Le petit cercle de spectateurs retint son souffle. Melanie ne broncha pas. Elle soutint simplement son regard, son expression illisible. « Merci, Diego, » dit-elle, sa voix calme et sereine. « C'est un dévreux, un cadeau de l'artiste. Et quant à mes finances, » ajouta-t-elle, une ombre de sourire sur ses lèvres, « tu m'as appris l'importance des investissements astucieux. J'ai appliqué la leçon. » La réplique était parfaite. Elle était polie, déviait son attaque et contenait une pique subtile, insinuant un succès dont il ne savait rien. Le sourcil de Finch s'arqua en signe d'appréciation. Tiffany, cependant, manquait de tout sens de la subtilité. Voyant l'attaque de Diego échouer, elle fit un pas en avant, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Melanie, quelle joie de te voir ici. Nous étions si inquiets. Après le divorce, tu as simplement disparu. C'est merveilleux que tu te sentes d'humeur pour... tout ça. » Elle gesticula vaguement vers la salle opulente. L'implication était claire. « Tu n'as pas ta place ici. » Puis elle se concentra sur la robe. « 2 millions d'euros, dit-on. Honnêtement, je pense que c'est un peu trop, non? Pour un événement de charité, on dirait presque que tu essaies de ramener la cause à toi-même. Diego et moi croyons en la générosité discrète et substantielle. » C'était une attaque directe contre le caractère de Melanie, la peignant comme une exhibitionniste égoïste. Diego sentit une sensation cruelle de satisfaction fleurir dans sa poitrine. « C'est comme ça qu'on la gère », pensa-t-il. Melanie dirigea toute son attention vers Tiffany. Le changement fut subtil, mais la température autour d'elle sembla chuter de plusieurs degrés. Elle regarda Tiffany de haut en bas, son regard s'arrêtant un instant sur le collier voyant de diamants jaune canari. « C'est intéressant que vous mentionniez la générosité substantielle, Tiffany, » dit Melanie, sa voix toujours calme, mais maintenant avec un tranchant d'acier pur. « Ce gars-là soutient la recherche sur les troubles neurologiques pédiatriques. C'est une cause profondément personnelle pour moi. Ma sœur cadette, Clara, est décédée d'un gliome non diagnostiqué quand elle avait 9 ans. » La révélation tomba avec la force d'un coup physique. Le drame fabriqué de la soirée sembla soudain bon marché et vulgaire face à une vérité si authentique et douloureuse. L'expression satisfaite de Tiffany vacilla, remplacée par une ombre de panique. Elle avait essayé de marquer un point social et avait trébuché sur un champ de mine de douleur réelle. Melanie n'avait pas fini. « Quant à la robe, » continua-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « Julien Devreux est un vieil ami de la famille de ma mère. Quand il a appris que j'assisterais ce soir en mémoire de Clara, il a insisté pour créer quelque chose de spécial. Il l'a appelé la constellation de Clara. Son cadeau, a-t-il dit, était pour s'assurer que personne n'oublie pourquoi nous sommes vraiment ici. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Alors non,
Je ne pense pas que ce soit un peu trop. Je pense que c'est un hommage. » Elle ne s'était pas seulement défendue, elle avait élevé la robe d'un symbole de richesse à un mémorial d'amour et de perte. Elle avait pris la supériorité morale avec une grâce si naturelle que Tiffany resta sans voix, le visage rouge d'humiliation. Elle avait été exposée non seulement comme une harpie, mais comme une personne profondément insensible. Alistair Finch, qui avait observé tout l'échange avec la concentration d'un maître d'échecs, parla dans le silence. « Un bel hommage, Madame Price, vraiment. » Puis il se tourna vers Diego, son expression maintenant résolument froide. « Stafford, je crois que mon associé a informé votre bureau que mon portefeuille d'investissement pour le 2e trimestre est complètement engagé. Je n'aurai pas le temps pour une réunion. » Le sourire de Diego se figea sur son visage. C'était un renvoi poli, public et absolument brutal. Finch venait de lui fermer la porte à un investissement potentiel de 100 millions d'euros devant la moitié de l'élite financière de Madrid. Il n'avait pas seulement dit non, il s'était assuré de le dire ici et maintenant, immédiatement après l'insensibilité de Diego et Tiffany. Diego sentit le sol se dérober. Il était venu réaffirmer sa domination et, au lieu de cela, il avait subi une défaite publique dévastatrice. Il regarda Mélanie, qui acceptait maintenant avec grâce un verre d'eau d'un serveur qui passait, sa composition absolue. Il y avait une profondeur dangereuse dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ou peut-être avait-il simplement refusé de la reconnaître. Il avait cru s'être débarrassé de son épouse calme et discrète. Mais la femme qu'il avait devant lui n'était pas un fantôme. C'était une reine, et elle venait de capturer son roi avec une précision dévastatrice. Le jeu, commença-t-il à réaliser, venait à peine de commencer. Chancelant après le blâme public de Finch, Diego se retira à la périphérie du salon, traînant avec lui une Tiffany furieuse. Il avait besoin d'un verre, quelque chose de plus fort que du champagne, et d'un moment pour recalibrer. Le récit soigneusement construit de sa soirée, de sa vie, se fracturait sous ses yeux. « C'est de ta faute, » siffla Tiffany, sa voix basse et tremblante de rage. « Tu étais censé la gérer. Tu l'as laissé te piétiner. Nous piétiner. »« Tais-toi » lâcha Diego, son ton dangereusement doux. Il fit signe à un serveur pour demander un whisky sec. « C'est toi qui as mentionné la robe. Tu es tombé en plein dans sa petite histoire triste. » « Histoire triste? Elle a probablement inventé ça. » Sa sœur... Tiffany s'interrompit, réalisant à quel point cela sonnait monstrueux. Le problème était qu'il savait que c'était vrai. Dans les premiers jours de leur aventure, Diego avait mentionné une fois, dans un rare moment d'introspection, l'ombre que la mort de la sœur de Mélanie avait projetée sur sa famille. Il l'avait présentée comme une source de sa mélancolie et de son aversion au risque. Maintenant, Mélanie avait transformé cette même vulnérabilité en une arme, la changeant en un bouclier de force morale impeccable. L'esprit de Diego s'emballait pour essayer d'assembler le puzzle. La robe d'un génie reclus, la composition impossible, l'entente instantanée avec un homme comme Alistair Finch. Ce n'était pas une femme dépensant sa pension alimentaire dans une robe de vengeance. C'était une manœuvre calculée et stratégique, et il n'avait aucune idée de quel était son objectif. La phrase qu'elle lui avait dite résonnait dans sa tête. « Tu m'as appris l'importance des investissements astucieux. J'ai appliqué la leçon. » Quells Investissement. Il s'était assuré que l'accord, bien que conséquent, ne lui permette pas de jouer dans sa cour. Il s'était assuré que ses actifs soient majoritairement liés à des fiducies et des obligations à faible rendement, gérées par une firme loyale envers lui.
Il l'avait conçue pour être une cage confortable, pas une rampe de lancement. Avait-elle trouvé une faille juridique? Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle, Mélanie ne se complaisait pas dans sa victoire sociale. Elle travaillait. Après sa conversation avec Finch, plusieurs autres figures clés s'étaient approchées d'elle, y compris le rédacteur technologique d'El País et un bioéthicien éminent de l'Université de Salamanque. Sa conversation ne traitait plus d'art ou de souvenirs, elle traitait du futur. Alistair Finch, s'étant libéré d'une autre conversation, revint à ses côtés. « Madame Price », commença-t-il, son ton maintenant purement professionnel. « Votre perspective sur la mise en œuvre éthique de l'IA n'est pas simplement rafraîchissante. Elle est vitale. Vous parlez avec l'autorité de quelqu'un qui n'est pas juste un observateur. Pardonnez ma franchise, mais que faites-vous? » Mélanie répondit à sa franchise par la sienne. « Monsieur Finch, après mon divorce, j'ai eu 2 choses en abondance. Du capital, de la vente de certains actifs et du temps pour penser. J'ai passé ma vie entouré de belles choses, principalement de l'art, et j'ai observé comment le monde de l'art devenait de plus en plus gangrené par les faux, les provenances incertaines et un manque de transparence qui profite aux criminels et trompe les collectionneurs honnêtes. » Elle fit une pause, buvant une gorgée d'eau. « Ma formation est en histoire de l'art, mais ma passion est devenue la technologie, spécifiquement comment l'appliquer pour résoudre ce problème. Diego, mon ex-mari, a toujours vu mon intérêt pour l'art comme un hobby pittoresque. Il n'a jamais vu son potentiel comme un ensemble de données. » Finch écoutait attentivement, son esprit travaillant clairement. « Un ensemble de données », confirma Mélanie. « L'ensemble de données le plus grand, complexe et précieux de l'histoire humaine. Chaque coup de pinceau, chaque trame de toile, chaque composition de pigments est une signature unique. Durant la dernière année, j'ai construit silencieusement une entreprise. Nous avons réuni une équipe des meilleurs historiens de l'art du monde, des scientifiques des matériaux et, le plus important, des ingénieurs en apprentissage automatique. Nous avons développé une IA propriétaire qui peut analyser une œuvre d'art au niveau microscopique et déterminer son authenticité avec un taux de précision de 498%, en la croisant avec un grand livre de provenance sécurisé par blockchain que nous construisons. Finalement, elle lui donna un nom. Nous l'appelons Veritas Art. Le nom flotta dans l'air entre eux. Veritas, la vérité en latin. C'était un nom brillant et élégant pour une entreprise conçue pour apporter de la certitude dans un monde de fumée et de miroirs. Les yeux de Finch, qui avaient été astucieux, s'illuminèrent maintenant de l'étincelle incomparable de la découverte. C'était ce pourquoi il vivait. Pas seulement une autre application de médias sociaux ou une amélioration marginale du stockage de données, mais un véritable changement de paradigme. Une entreprise qui pourrait disrupter et dominer un marché mondial multimilliardaire. « Vous l'avez gardé secret », affirma Finch, une pointe d'étonnement dans la voix. « Pas de presse, pas de ronde de financement, nous avons opéré en mode furtif, financé entièrement par mon propre capital, » expliqua Mélanie. « Je ne voulais pas du battage médiatique et de la spéculation qui accompagne le financement par capital risque tant que la technologie n'était pas parfaite. Nous finalisons notre phase bêta maintenant. Nous avons déjà découvert 3 chefs-d'œuvre dans des collections privées qui étaient en fait des faux sophistiqués, économisant à nos clients initiaux plus de 100 millions d'euros. C'était le coup de maître. Elle n'était pas juste une fondatrice avec une idée. Elle était une fondatrice avec un produit éprouvé, fonctionnel et hautement rentable. Elle avait utilisé son propre argent, pris ses propres risques
et construit son empire en silence, juste sous le nez de Diego. Le Rothko qu'elle avait été forcée de vendre, soudain il comprit. Elle ne l'avait pas vendu pour des frais de subsistance. Elle l'avait vendu pour le capital initial. Elle avait liquidé un chef-d'œuvre pour construire une machine capable de les vérifier tous. De sa position, Diego pouvait voir l'intensité de la conversation entre Melanie et Finch. Il vit Finch hocher la tête avec un geste lent et délibéré de profond accord. Il le vit remettre à Melanie sa carte de visite privée, pas celle que distribuait son assistant, mais la sienne personnelle. C'était l'équivalent en capital risque d'un adoubement. « J'ai le sentiment, Mademoiselle Price, » dit Finch, sa voix basse mais claire, « que Veritas Art va changer le monde. Mon fonds, Finch Global, n'investit pas seulement dans des entreprises. Nous investissons dans des visionnaires. Ce serait un honneur de faire partie de votre voyage. Mon équipe contactera la vôtre lundi. Nous vous ferons une offre qui reflète l'ampleur de ce que vous avez construit. » Diego sentit une vague de nausée. Il avait essayé d'obtenir l'argent de Finch pour un projet de satellite spéculatif. Melanie venait de l'assurer pour une entreprise complètement réalisée et qui changerait le monde, dont il ne connaissait même pas l'existence. Elle ne lui avait pas seulement volé la vedette, elle lui avait volé le futur. Il regarda son ex-femme, la voyant vraiment pour la première fois une décennie. La partenaire calme et solidaire qu'il avait appelée philosophe. Elle avait pris sa passion, son intelligence, les qualités mêmes qu'il avait dénigrées, et les avait forgées en une arme plus puissante que n'importe laquelle de celles qu'il possédait. Il avait bâti un empire de codes et de contrats. Elle avait bâti un empire de vérité et de beauté. Et là, lors du plus grand événement social de l'année, devant tous ceux qui comptaient, elle venait de le révéler. Non avec un communiqué de presse ou une présentation tape à l'œil, mais avec une conversation tranquille, tout en portant une robe de 2 millions d'euros, qui n'était rien de plus qu'une belle distraction de son vrai pouvoir. L'événement principal de la soirée, la vente aux enchères en direct, était destiné à être le point culminant du gala, une opportunité pour les plus riches de la ville d'exhiber publiquement leur générosité. Pour Diego, c'était maintenant une dernière tentative désespérée. Il avait été humilié socialement et surpassé dans les affaires. Sa seule carte restante était la richesse, brute et écrasante. Il prévoyait de faire la plus grande donation de la soirée, un chiffre spectaculaire qui accaparerait les gros titres et réduirait le triomphe de Mélanie à une note de bas de page. Le commissaire-priseur, un homme charismatique au débit rapide, travailla la salle en vendant des vacances de luxe, des vins rares et des expériences uniques. Diego s'assit avec Tiffany à leur table de premier rang, pensif. Tiffany était inhabituellement silencieuse, faisant glisser furieusement son doigt sur son téléphone, le visage tendu d'anxiété. Les murmures sur l'hommage de Mélanie à sa sœur avaient fait d'elle une paria pour le moment. Chaque regard de compassion dirigé vers Mélanie semblait être une accusation contre elle. Finalement, le lot de la grande finale fut annoncé. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour notre dernier lot de la soirée, résonna le commissaire-priseur. Une opportunité vraiment inestimable, une consultation de design privé, en tête-à-tête, et un dîner avec le maître lui-même, le légendaire, le reclus Julien d'Évreux. Un halètement collectif parcourut la salle. D'Évreux n'avait pas fait d'apparition publique depuis 2 décennies. C'était un prix sans précédent, presque mythique. Le commissaire-priseur expliqua que d'Évreux, ému par la cause du gala, avait accepté cette exception unique, destinant tous les revenus à la charité. Diego vit sa chance. C'était ça. Il achèterait l'accès à l'homme qui, involontairement, était devenu le symbole de son humiliation. Il posséderait la connexion. Il gagnerait.
Nous commencerons les enchères à 100 000 euros, déclara le commissaire-priseur. Les mains se levèrent immédiatement. 150 000 euros. 200 000 euros. 250 000 euros. Diego laissa les amateurs jouer. Il attendit, laissant l'enchère dépasser le demi-million. Quand elle s'arrêta à 600 000 euros, il leva sa palette. 1 million d'euros, dit sa voix résonnant avec autorité. Un silence tomba sur la salle. C'était une offre audacieuse et puissante, conçue pour faire taire toute concurrence. Mais de l'autre côté de la salle, un magnat du transport maritime avec quelque chose à prouver leva sa palette. 1 200 000, répondit Diego immédiatement. 1 500 000 euros. La salle bourdonnait d'excitation. C'était le spectacle qu'ils avaient attendu. Le magnat hésita, consulta sa femme et, à contre-cœur, secoua la tête. Le marteau du commissaire-priseur se leva. 1 500 000 euros, une fois, deux fois. C'était son moment de rédemption. Mais avant que le marteau ne puisse tomber, la présidente du gala, une femme élégante nommée Beatrice Vanderbilt, monta sur scène et leva la main, parlant à voix basse avec le commissaire-priseur. Il hocha la tête, avec une expression étrange dans les yeux, et baissa le marteau. « Mesdames et messieurs, » dit Béatrice, sa voix amplifiée par le microphone, « nous avons une brève et merveilleuse interruption. Bien que la générosité montrée ce soir ait été vraiment touchante, je viens d'être informé que nous avons reçu une donation plus tôt ce soir. Une donation faite en privé, sans fanfare, avant que le gala ne commence. » Elle fit une pause pour un effet dramatique. Diego sentit un frisson d'inquiétude. « Cette donation unique, » continua Béatrice, la voix pleine d'émotion, « est la plus grande dans les 20 ans d'histoire du Gala des Étoiles. Elle est suffisante pour financer complètement la construction et le personnel d'une nouvelle aile de recherche neurologique pédiatrique de pointe à l'hôpital, qui portera le nom d'une jeune fille qui a perdu sa bataille contre le cancer trop tôt. Le pavillon de recherche Clara Price. Le nom frappa Diego comme une décharge physique. Clara Price. Béatrice sourit chaleureusement. La donatrice souhaitait rester anonyme, mais à la lumière de sa présence ici ce soir, et avec sa gentille permission, nous pensons qu'il est juste de la reconnaître. La donation de 5 millions d'euros a été réalisée par la fondatrice de Veritas Art, Madame Melanie Price. Si l'arrivée de Mélanie avait provoqué une onde de choc, ceci était un tremblement de terre. La salle éclata non en bavardage, mais en un tonnerre d'applaudissements soutenus. Les gens se mettaient debout, se tournant pour regarder Mélanie, leurs visages mélangeant étonnement et profond respect. Son offre de 1,5 million d'euros manquait maintenant de sens, une démonstration ostentatoire d'ego à côté d'un acte de philanthropie transformatrice et silencieuse. Il avait essayé d'acheter la vedette, et elle avait déjà acheté toute la scène, le bâtiment et l'âme morale de la soirée. Mélanie, semblant sincèrement surprise par l'annonce, inclina simplement la tête, un geste humble qui ne fit qu'amplifier sa grâce. Elle avait donné une fortune au nom de sa sœur, et elle n'avait voulu que personne ne le sache. Alors que Diego restait paralysé par ce mouvement final d'échec et mat, une seconde crise plus insidieuse se déroulait à sa propre table. Le visage de Tiffany était devenu complètement blanc. Son téléphone vibrait incessamment. Une chroniqueuse de potins connue, une femme que Tiffany avait méprisée plus tôt dans la soirée, venait de publier une histoire sur son blog très lu. Le titre était dévastateur. Le conte de fées de la fiancée de Stafford. Plus fiction que réalité.
L'article, citant de multiples sources de sa ville natale, démantelait méthodiquement l'identité soigneusement construite de Tiffany. Elle n'avait pas obtenu son diplôme avec mention summa cum laude de Wharton. Elle avait fréquenté un community college pendant 2 semestres. Elle n'avait jamais été stratège de marque senior dans une firme de marketing de premier plan. Elle avait été une stagiaire non rémunérée qu'ils avaient renvoyée après 3 mois. L'histoire incluait des citations d'anciens collègues et même une capture d'écran de son ancien profil LinkedIn, non peaufiné avant qu'il ne soit effacé et remplacé par une histoire fabriquée. La nouvelle se répandit dans la salle de bal avec la vitesse d'un virus numérique. Sur des téléphones cachés sous les nappes, l'histoire était partagée, commentée et disséquée. Les murmures recommencèrent, mais cette fois, ils étaient teints de ridicule. « Tu as vu, tout son CV est faux. Mais c'est un génie de la technologie et il n'a même pas pu faire une vérification d'antécédents de sa propre fiancée. Il a échangé une femme qui construit des empires pour une qui construit des contes de fées. La façade ne s'était pas seulement fissurée, elle s'était brisée en 1 million de morceaux. Diego était assis à côté d'une fraude, une femme dont la valeur entière était basée sur un mensonge. Son jugement, son intelligence, sa perception même. Tout était maintenant remis en question. Il l'avait exhibée comme un symbole de sa nouvelle vie améliorée, et elle venait d'être exposée comme une contrefaçon bon marché. L'ironie était si épaisse qu'il pourrait s'étouffer avec. Il regarda de l'autre côté de la salle Mélanie, maintenant entourée d'admirateurs. Finch, Beaumont, la présidente du gala, elle baignait dans une lueur de respect authentique. Puis il regarda Tiffany, qui le fixait, les yeux écarquillés de terreur et de supplique. À ce moment, Diego Stafford, le titan de l'industrie, le roi de son monde, comprit le poids écrasant de sa défaite. Il avait perdu tout ce qui comptait ce soir-là. L'affaire, le respect de ses pairs, son image publique et sa propre auto-illusion. Il avait jeté un diamant et ramassé un morceau de verre brillant. L'applaudissement, une vague tonitruante de validation pour Mélanie, finit par s'élever et refluer, laissant un silence à la table de Diego qui était plus accablant que n'importe quelle accusation. L'air devint dense et lourd de non-dits. Autour d'eux, la salle de bal était une ruche de communication frénétique et silencieuse. Les téléphones brillaient sous les nappes, leurs écrans affichant la publication ruineuse du blog. Les regards, tranchants et fugaces comme des couteaux lancés, traversaient la salle vers sa table avant de se détourner rapidement. Ils n'étaient plus des invités. Ils étaient un spectacle de disgrâce. Tiffany restait immobile. Son visage, un masque kabuki de tragédie. Les larmes avaient en creusé des canaux pâles à travers son fond de teint coûteux. Son téléphone, qui gisait face visible sur la table, vibrait avec un rythme implacable et vicieux. Chaque vibration, une nouvelle vague de mépris public, un autre clou dans le cercueil de sa vie fabriquée. « Diego !» chuchota-t-elle. Sa voix rauque. Elle chercha sa main. Son toucher, timide, désespéré. « Je peux arranger ça. Je publierai un communiqué. Nous pouvons poursuivre la chroniqueuse pour diffamation. Je peux tout expliquer. » Oui, ça m'a échappé. Je voulais juste être assez bien pour toi. Diego regarda sa main sur la sienne, puis son visage. Il ne ressentait rien. Ni pitié, ni sympathie, ni même la chaleur de la trahison. Tout ce qu'il ressentait était un dégoût profond et glaçant. Elle était un produit défectueux, un actif défectueux.
Son mensonge n'était pas le crime. Le crime était son incompétence à le maintenir. Elle avait permis que l'image impeccable qu'il avait organisée pour lui-même soit contaminée par son passé bon marché et maladroit. Il retira sa main lentement. « Il n'y a pas de nous, » dit-il, sa voix plate et dépourvue d'émotion, la finalité plus brutale que n'importe quel cri. « Tu es un boulet. Je ne tolère pas les boulets. » Il se leva, le mouvement brusque et décisif. Sa chaise racla le sol de marbre, un son grinçant et laid dans la salle de bal, soudainement silencieuse. Il ne lui offrit pas de main. Il ne lui accorda pas un regard en arrière. Il se retourna simplement et commença son long chemin vers la sortie, la laissant être avalée par le jugement silencieux de la salle. Son pas était long et décidé, sa tête haute dans une imitation de défi de son arrogance habituelle. Mais c'était une performance vide. Il pouvait sentir le poids de 1000 yeux sur lui. Il pouvait percevoir les sourires moqueurs et les murmures qui le suivaient. Le voyage à travers le sol de la salle de bal fut un calvaire de sa propre création. Il passa devant un PDG technologique rival, un homme dont il s'était vanté des heures plus tôt, qui lui adressait maintenant un lent et compatissant signe de tête. Il vit un cercle de femmes de la haute société, leurs visages mélangeant joie et fausse sympathie, leurs murmures cessant au moment où il les regardait. C'était ce que l'on ressentait face à l'échec. Pas un choc soudain, mais une corrosion lente et agonisante de la déférence en mépris. Il était à mi-chemin du grand escalier, son évasion presque en vue, quand une silhouette s'interposa sur son chemin, le bloquant aussi sûrement qu'un mur de briques. C'était Alistair Finch. L'investisseur britannique se tenait avec un air d'immense quiétude, ses cheveux argentés captant la lumière, ses yeux sans chaleur, juste un jugement clair et perçant. « Stafford », dit Finch. Sa voix n'était pas forte, mais elle coupa à travers le brouillard de fureur et d'humiliation de Diego. « Un conseil, si vous permettez. » Diego se hérissa, obligé de s'arrêter. « Je ne suis pas d'humeur pour des conseils, Alistair. »« J'imagine que non, » répondit Finch, son ton sec comme la poussière. « Mais vous voudrez entendre ceci. Pendant des années, j'ai observé des hommes comme vous opérer. Ils adorent être l'autel de la disruption. Ils mesurent le succès en capitalisation boursière et en force brute. Mais ils négligent constamment l'actif le plus précieux de tous. Ce n'est pas le capital, ni la technologie, ni la part de marché. C'est l'intégrité. » Finch fit un petit pas de plus, son regard inébranlable. C'est la fondation sur laquelle se construisent les empires durables. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'utiliser comme levier, et on ne peut pas l'acquérir dans une OPA hostile. Elle doit se gagner, et une fois perdue, il fit une pause, laissant le poids du mot flotter entre eux. Elle est presque impossible à récupérer. Vous feriez bien de vous en souvenir. Avant que Diego ne puisse formuler une réplique, Finch exécuta sa dernière et dévastatrice manœuvre. Avec un signe de tête brusque et méprisant, il tourna le dos à Diego et marcha directement vers l'endroit où se trouvait Melanie, se préparant pour son propre départ. Le mouvement était une manifestation physique du changement de pouvoir de la soirée, un virage littéral du passé déshonoré vers le futur brillant. Diego resta immobile, observant comment Finch, l'homme qu'il avait courtisé pendant des mois, s'approchait de son ex-femme avec une révérence qui ne lui avait jamais été montrée. « Madame Price », dit Finch, sa voix maintenant chaude, avec une admiration authentique, alors qu'il lui prenait la main. « Un honneur absolu. Mon bureau contactera le vôtre à la première heure lundi. J'anticipe un partenariat très long et très rentable.
Merci, Alistair, répondit Mélanie, sa voix la quintessence de la grâce. J'ai hâte. L'image, la poignée de main, le respect mutuel, le scellement d'un accord qui aurait dû être le sien, fut le point de rupture finale. La digue soigneusement contrôlée de sa composition vola en éclats. Il devait comprendre. Il se fraya un chemin parmi un groupe d'invités bouche bée, ses mouvements rendus maladroits par le désespoir, et la confronta au pied de l'escalier. « Mélanie !» Le nom fut un son brut et guttural, arraché de sa gorge. Elle se tourna pour le regarder de face. Ce n'était plus un fantôme de son passé, ni une étrangère avec une belle robe. C'était une force inamovible, sa sérénité étant l'œil calme de la tempête qui venait de détruire sa vie. Les milliers de petits diamants sur sa robe d'évreux semblaient briller comme une constellation triomphante, se moquant de lui avec leur froide lumière céleste. « Tout ça pour la vengeance ?» exigea-t-il, la question jaillissant, une supplique désespérée pour une explication que son ego pourrait traiter. L'entreprise, la robe, Finch, tout ça. As-tu passé un an à comploter ceci, ce plan élaboré, juste pour m'humilier? Il avait besoin que ce soit à propos de lui. L'alternative, qu'il était simplement une note de bas de page dans son histoire, était tout simplement incompréhensible. Mélanie le regarda, et une profonde tristesse adoucit la puissante composition de ses traits. C'était le regard d'un maître observant un étudiant échoué à la leçon la plus simple et fondamentale. « Oh, Diego, » dit-elle, sa voix tranquille, imprégnée non de malice, mais d'une clarté fatiguée. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Après tout ça, tu crois toujours que le monde tourne autour de toi, que chaque action est soit pour toi, soit contre toi. » Elle fit un seul pas délibéré plus près, sa présence dominant l'espace entre eux. Cela n'a jamais été une question de vengeance, c'était une question de résurrection. Il la vit prendre une respiration lente, rassemblant l'histoire de sa dernière année en une seule et puissante vérité. Quand tu m'as quitté, tu as fait plus que simplement terminer notre mariage. Tu as essayé de m'effacer. Tu as pris mon histoire. Tu as pris ma confiance. Tu as pris la voix qui me disait que j'avais de la valeur au-delà d'être ta femme. Tu as dit au monde que je n'étais pas assez, et pendant un long et silencieux moment, je t'ai cru. J'étais un fantôme dans ma propre vie, hantant les pièces que tu avais abandonnées. Son regard était inébranlable, l'obligeant à voir la vérité qu'il avait si longtemps ignorée. Cette dernière année n'a pas consisté à te détruire, elle a consisté à me reconstruire, depuis les fondations. Sa voix prit de la force, chaque mot une brique soigneusement placée dans sa nouvelle réalité. Veritas Art est né de ma passion pour la vérité et la beauté, les choses mêmes que tu as toujours écartées comme un hobby pittoresque. La donation était pour ma sœur Clara, une partie déterminante de mon âme que tu n'as jamais pris la peine de connaître. Et cette robe, elle regarda la magnifique création, n'est pas une arme. C'est un cadeau d'un cher ami qui a vu ma force bien avant que je ne puisse la voir. C'est un hommage à la mémoire d'un amour qui était réel et pur. Elle soutint son regard, son jugement final, à la fois miséricordieux et absolu. Ce soir n'était pas un complot contre toi, Diego. C'était mon annonce à moi-même, avant tout, que je ne suis plus un personnage secondaire dans ton histoire. Je suis l'auteur de la mienne. Elle regarda au-delà de lui, puis vers les restes qu'il avait faits de sa propre vie, incarnés par la silhouette en pleurs de Tiffany. Tu t'entoures de reflets de ton propre ego, espérant que ces louanges te convaincront de ta propre grandeur. Mais une salle de miroir reste juste une pièce vide. J'espère sincèrement
pour ton bien, qu'un jour tu trouveras quelque chose de réel à y mettre. » Sur ce, elle se détourna. Elle ne sortit pas furieuse, ni ne s'enfuit. Elle monta simplement le grand escalier, ses mouvements posés et majestueux. La traîne de la constellation de Clara fluait derrière elle comme une rivière de lumière stellaire. Une vue impressionnante. Tout le salon de bal observa en silence. Une reconnaissance collective tacite qu'ils n'étaient pas témoins d'une fin, mais d'un couronnement. Elle ne regarda jamais en arrière. Diego Stafford resta seul, une statue au milieu du salon de bal. Le bourdonnement de la foule revint lentement, mais il sonnait distant et distordu, le bruit d'un monde auquel il n'appartenait plus complètement. Il était un roi dans un royaume déchu, laissé seul avec les cendres amères de sa fierté, tourmenté par la clarté dévastatrice de ses derniers émaux. Mélanie poussa les lourdes portes et sortit dans l'étreinte fraîche et nette de la nuit de Madrid. L'air était propre, un antidote bienvenu à l'atmosphère écœurante du gala. L'horizon de la ville resplendissait devant elle, un panorama familier qui semblait soudain nouveau, un paysage de possibilités infinies. Elle prit une respiration profonde et saccadée, une respiration de liberté pure et inaltérée. Le poids du passé, la douleur, la trahison, l'écrasante insuffisance s'était enfin levée. La magnifique robe, qui avait servi comme son armure pour la bataille, semblait maintenant légère comme une seconde peau. Son but était accompli. Son travail commençait à peine. Veritas Art avait besoin d'elle. Le pavillon de recherche Clara Price devait être construit. Elle sourit, un sourire authentique et privé. Elle avait marché vers le feu de son passé et avait émergé non brûlée, mais forgée. Sa nouvelle aube était là, et elle était plus brillante que toutes les lumières de la ville réunies. Et ainsi le gala des étoiles se termina, non avec un fracas, mais avec le triomphe tranquille et transcendantal d'une femme qui refusa d'être oubliée. Mélanie Price entra dans ce salon de bal comme une ex-femme et sortit comme une légende. Ce ne fut pas seulement une histoire sur une robe de vengeance, ce fut une histoire sur la récupération de sa propre narration. C'est un testament du fait que le vrai pouvoir ne concerne pas le bruit que vous faites ou l'argent que vous affichez, mais la force silencieuse et inébranlable que vous construisez quand personne vous regarde. Il s'agit de transformer vos douleurs les plus profondes en vos plus grandes passions et de réaliser que votre valeur n'est jamais déterminée par la personne qui vous laisse derrière elle. Maintenant, la partie interactive. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable transformation de Mélanie? L'avez-vous soutenue à chaque étape du chemin? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous adorez les histoires d'émancipation et de douce victoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inoubliables.